Section 10, l'action publique et le ministère public. Alors, tout d'abord, l'infraction commise fait naître deux actions. 1. L'action publique, c'est-à-dire une action pour l'application d'une peine en répression de la commission d'une infraction. 2. L'action civile, c'est-à-dire l'action en réparation par la victime qui vise à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'infraction. L'infraction est une transgression de la loi pénale. On considère qu'elle provoque un préjudice à la société tout entière. L'auteur va être poursuivi pour son éventuelle culpabilité et pour que l'on puisse prononcer à son encontre une peine. Cette action est exercée par le parquet, c'est-à-dire les magistrats qui représentent le ministère public. Cette action publique est donc exercée au nom de la société que le ministère public représente. Comme l'infraction ira le plus souvent causer un préjudice à une victime, alors effectivement, on va considérer que cette action civile peut être portée devant les juridictions pénales à certaines conditions. L'article 1-8, l'article 2 ou encore l'article 3 du Code de procédure pénale nous informe des modalités pour porter une infraction pénale devant les juridictions civiles. Alors, sous-section 1, la présentation du ministère public. A. La distinction entre les magistrats du siège et du parquet. La distinction repose sur deux choses. Alors, les magistrats du siège, tout d'abord, ont pour fonction de trancher l'affaire, et c'est pour cela que les magistrats du siège sont appelés les juges. Les magistrats du parquet, c'est-à-dire du ministère public, sont chargés d'exercer l'action publique et de veiller à l'application de la loi. Ils représentent la société et leur mission est de défendre ses intérêts. En matière pénale, ils auront pour rôle de déclencher et d'exercer les poursuites. Ils ont également la fonction de diriger la police judiciaire devant la phase d'enquête. C'est également le ministère public qui est en charge de l'exécution des condamnations prononcées. Les membres du ministère public sont des magistrats, au même titre que les magistrats du siège. Ils sont recrutés par les mêmes concours et formés dans les mêmes écoles. Entre parenthèses, l'ENM. Les magistrats publics ne bénéficient pas des mêmes garanties en termes d'indépendance. Il est depuis longtemps question de modifier leur statut, cela n'a jamais abouti. Parce que le magistrat du siège est un magistrat qui juge. On l'a considéré comme essentiel de le tenir à l'abri des pressions éventuelles du pouvoir exécutif, qui pourraient nuire à son impartialité. Les magistrats du siège sont 1. Inamovibles, c'est écrit dans la Constitution et dans une ordonnance de 1958 qui fixe le statut des magistrats. Le gouvernement ne peut prendre aucune mesure individuelle de révocation, de suspension de fonction ou de déplacement à l'encontre d'un magistrat du siège ou en dehors du cadre prévu par la loi. Pardon. Le juge tranche librement. Il ne peut recevoir dans sa fonction de juger aucun ordre de quiconque, pas même de son supérieur hiérarchique. B. La composition du ministère public. Il y a un représentant du ministère public devant chaque juridiction répressive. Alors, devant les tribunaux de police, c'est la juridiction compétente en matière de contravention et s'agit du substitut du procureur de la République, c'est-à-dire le magistrat du parquet du tribunal judiciaire, pour les contraventions de 5e classe, ou alors cela peut être un commissaire de police qui est officier du ministère public pour les autres contraventions. Devant les tribunaux correctionnels, on a le procureur de la République à la tête du parquet et le ministère public est composé de vice-procureurs. Le nombre de magistrats composant le ministère public varie selon les tribunaux, en fonction de son importance. La cour d'assises et les cours criminelles. Celui qui représente le parquet est l'avocat général. Il appartient au parquet général, celui qui ressort de la cour d'appel. Mais cela peut également être un membre du tribunal correctionnel. La cour d'appel, on appelle cela le parquet général. On retrouve un procureur général, c'est égal à un procureur de la République, ainsi que des avocats généraux et des substituts généraux. Et enfin, la cour de cassation, où on a un procureur général à la tête du parquet et des substituts généraux ainsi que des avocats généraux. Remarque, devant les juridictions pour mineurs, ce sont les membres du parquet spécialisés dans le cadre de la lutte pour fraude fiscale ou de la grande délinquance financière. Il y a une loi de 2013 qui a créé un parquet national financier. Il y a une compétence nationale. Depuis 2019, il y a également un parquet national antiterroriste. À la tête de ce parquet,
il y a le procureur national antiterroriste. C. Le fonctionnement du ministère public. Petit 1. L'indivisibilité du parquet. Une des particularités du ministère public est l'indivisibilité du parquet. Ça signifie que n'importe quel membre du parquet peut en remplacer un autre. Ils forment un ensemble et peuvent donc se remplacer, y compris dans une même affaire. La subordination hiérarchique du parquet. Alors ça consiste au fait que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du garde des Sceaux. Le parquet est organisé de façon pyramidale, avec à son sommet le ministre de la Justice. Attention, le ministre de la Justice appartient à l'exécutif. Le parquet doit se mettre en œuvre au niveau local. La politique pénale du gouvernement euh, doit mettre en œuvre au niveau local la politique pénale du gouvernement et du ministre de la Justice. D'après l'article 30 du Code de procédure pénale, le ministre de la Justice conduit la politique pénale du gouvernement et il doit veiller à la cohérence de son application locale sur le territoire. Le garde des Sceaux adresse au ministère public des instructions générales. Il ne peut pas leur adresser des instructions sur des affaires en particulier, cela découle de la réforme de 2013. Il y a un devoir d'obéissance qui pèse sur les membres du parquet. Un procureur va devoir se soumettre aux ordres et injonctions écrites. L'idée est d'assurer une politique pénale uniforme sur tout le territoire. Mais il existe des tempéraments, tels que la liberté de parole qui est conférée aux membres du ministère public. Entre parenthèses, la plume est serve, mais la parole est libre. L'article 33 du Code de procédure pénale euh, nous informe qu'à l'écrit, le magistrat doit prendre des réquisitions conformes, mais oralement, il pourra développer tout ce qu'il juge important. Les pouvoirs propres au chef du parquet. Le procureur de la République peut ainsi valablement poursuivre les faits en dépit des ordres contraires qu'il aurait reçus de la part de son supérieur hiérarchique. Inversement, le procureur général ne peut pas poursuivre les faits à la place du procureur de la République. En revanche, à l'intérieur d'un même parquet, la subordination hiérarchique est plus étroite. Les substituts doivent se confronter aux instructions du procureur de la République. S'ils désobéissent, c'est une faute disciplinaire. Rappel à l'ordre, déplacement, rétrogradation, révocation. Si les membres du parquet sont amovibles et révocables, et la désobéissance peut venir de l'intérieur. C'est pourquoi on se pose la question de l'indépendance du ministère public. Il peut en effet se sembler problématique que l'autorité chargée des poursuites ne soit pas indépendante. Du point de vue de la CEDH, dans plusieurs décisions de la CEDH, on a considéré que les magistrats du parquet français, du fait de leur manque d'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, ne peuvent pas être regardés comme une autorité judiciaire, au sens européen du terme. Il y a deux arrêts qui nous apprennent ça. Tout d'abord, l'arrêt Medvedev en 2010, puis l'arrêt Moulin contre France en 2010 également. Et du point de vue du Conseil constitutionnel, euh, ce Conseil a lui-même confirmé en 2017 la conformité du dispositif français et considéré qu'il n'y ait pas, par l'autorité des gardes des Sceaux, de méconnaissance de la séparation des pouvoirs, ni du droit à un procès équitable, ni des droits de la défense. C'est pourquoi il dirige la police judiciaire. On considère qu'il y a même une forme d'impartialité, mais différente de celle des magistrats du siège, mais il lui est imposé d'amputer à charge et à décharge et il doit veiller à la proportionnalité des moyens employés lors des enquêtes. Il est régulièrement question de réformer leur statut et les questions de réforme se penchent sur la question de domination des magistrats du parquet. Il faudrait confier au Conseil supérieur de la magistrature la nomination des procureurs généraux et des procureurs de la République. Le fait de modifier les conditions de leur nomination éviterait les suspicions qui sont liées à leur nomination, car aujourd'hui, les procureurs sont nommés par décret du président de la République sur avis simple du Conseil des ministres. Ce n'est pas un avis liant, et le garde des Sceaux peut faire des propositions quant à la nomination des procureurs généraux. Sous-section 2, le rôle du ministère public. Alors, le ministère public a plusieurs rôles. Il dirige de 1 la police judiciaire au stade des enquêtes, il reçoit des plaintes et dénonciations et apprécie les suites données, il est partie au procès pénal,
Il est chargé de l'exécution des décisions de justice et il a un rôle dans la prévention des infractions pénales à la loi. Petit a, l'appréciation des suites à donner aux poursuites. Il y a deux systèmes possibles. Celui de la légalité des poursuites. Dans ce cas, le procureur vérifie si toutes les conditions prévues par la loi sont remplies pour exercer la répression. Si c'est le cas, alors il doit engager les poursuites, mais c'est un système rigide qui pourrait conduire à la surcharge des juridictions. Et il y a également celui de l'opportunité des poursuites, là où le procureur va en plus de réunir toutes les conditions prévues par la loi pour exercer la répression, apprécier l'opportunité d'engager des poursuites. Même si l'infraction est commise, il pourrait choisir de ne pas poursuivre s'il estime pour une raison ou une autre que la décision de ne pas poursuivre serait mieux pour les intérêts de la société. L'inconvénient est le risque d'arbitraire et le fait qu'il pourrait y avoir une utilisation politique de la justice pénale, mais il y aurait toutefois des moyens pour limiter ces effets négatifs, tels que la possibilité pour la victime de déclencher les poursuites pénales. En France, c'est le système de l'opportunité des poursuites qui a été consacré. C'est ce système-là qui a été consacré. Inscrit à l'article 40 du Code de procédure pénale, et d'après l'article 40-1 du Code de procédure pénale, le procureur de la République doit décider s'il est opportun d'engager des poursuites, de mettre en œuvre des solutions alternatives aux poursuites, soit de classer sans suite. Le procureur de la République reçoit des plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. L'article 40-1 du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale, excusez-moi, stipule que le procureur de la République décide s'il est opportun soit d'engager les poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative, soit de classer sans suite une procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. On a multiplié ces procédures alternatives aux poursuites. P. La décision du procureur de la République. Petit 1. La décision de classement sans suite. Le parquet a la possibilité d'opter pour un classement sans suite sec. Alors, ça signifie qu'on ne met en œuvre aucune réponse et aucune réponse ne va être apportée à l'acte commis. Les raisons de cela, il y a tout d'abord une raison de droit. À l'examen de faits, le parquet estime que les faits ne correspondent pas à une infraction pénale, une raison de prescription des faits. Lorsque les faits ont été commis, le parquet a un certain délai pour engager les poursuites. Au-delà de ce délai, il ne le peut plus. Une raison de fait, la première raison était bien une raison de droit. Là, on est à la troisième raison, c'est une raison de fait, une raison d'opportunité. Un des motifs les plus récurrents est que l'auteur n'a pas été identifié, mais cela peut également être que que l'infraction est de moindre gravité et ne justifie pas la saisie de la juridiction. On a donc raison de droit, raison de prescription de fait et raison de fait. Et le classement sans suite est une simple mesure administrative, ce n'est pas une décision à caractère juridictionnel. Il n'y a pas de recours juridictionnel possible, ce qui veut dire que la portée de ce classement est assez relative, car en réalité, le procureur de la République peut décider à tout moment, dans la limite de la prescription des faits, de décider d'engager des poursuites. Par exemple, lorsqu'une affaire a été classée sans suite, faute de preuves suffisantes ou parce que l'auteur n'avait pas été identifié, et que de nouveaux éléments justifiant des poursuites ont été découverts par la suite, cela s'est fait. La portée est également relative car la victime elle-même peut déclencher les poursuites, même si l'affaire a été classée sans suite. Pour cela, la victime se constitue partie civile et va saisir une juridiction de jugement. Elle peut aussi porter plainte avec constitution de partie civile auprès d'un juge d'instruction. Le classement sans suite concerne les faits qui ne sont pas de trop grande gravité et il est exclu en matière criminelle. Ces dernières décennies, il y a eu plusieurs réformes visant à diminuer le nombre de classements sans suite, car le fait de ne pas donner de réponse à certains faits infractionnels ne peut que renforcer le sentiment d'impunité des auteurs des faits et les incite à la récidive. Et ça apporte en plus une décrédibilisation de la justice. 2. Les alternatives aux poursuites. Alors, les alternatives aux poursuites désignent les procédures mises en œuvre par le procureur de la République et qui vont aboutir à certaines sanctions qui seront décidées par le parquet, mais qui ne sont pas juridiquement des peines. Attention, ce ne sont pas des peines, c'est important car une peine, stricto sensu, est réservée aux sanctions prononcées par des juridictions de jugement. Ces procédures ont permis de réaliser l'objectif de réponse à tout acte délinquant.
et ont permis de diminuer le nombre de classements sans suite. Mais cette troisième voie ne peut être décidée par le parquet qu'à trois conditions. C'est lorsque le parquet estime qu'une telle procédure est suffisante. 1. Pour mettre fin aux troubles résultant de l'infraction. 2. Pour assurer la réparation du dommage à cause de la victime, causé à la victime. Et 3. Pour contribuer au reclassement de l'auteur des faits. Concrètement, au niveau de la mise en œuvre, elles sont effectivement réalisées par un officier de police judiciaire ou par ceux que l'on appelle les délégués du procureur. Elles peuvent être également réalisées par un professionnel d'une association. Les délégués du procureur désignent des personnes que l'on trouve dans les maisons de justice et droit, et elles apportent des réponses juridiques qu'on les consulte. Parmi les alternatives aux poursuites, il y a 1. Le classement sous condition, qui nous est présenté à l'article 41-1 du Code de procédure pénale. Le classement sans suite, mais dont l'issue est conditionnée, et constitue un rappel à la loi, 2. Une régularisation de la situation, 3. La réparation du dommage, 4. Le fait d'orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, 5. Le fait que l'infracteur, oui c'est ça, doivent accomplir un stage de citoyenneté, de responsabilité parentale, de sensibilisation aux produits stupéfiants, etc., etc. La médiation pénale, elle est rattachée au classement sous condition, mais est un petit peu différente, car le domaine de prédilection de la médiation pénale est la petite délinquance, et ça concerne énormément les mineurs. La médiation pénale, à la demande du ministère public et avec l'aide d'un médiateur, il va y avoir la mise en place d'une solution librement négociée. Si la médiation aboutit à un procès verbal, un procès verbal abouti et l'affaire est classée. Ou encore la composition pénale, créée en 1999. Elle paraît plus sévère que les autres alternatives et elle nécessite l'obtention de la validation d'un magistrat du siège. C'est une sorte de négociation sur la sanction et le délinquant va devoir réaliser une certaine sanction en échange de l'abandon des poursuites. Ce qui va différencier la composition pénale des autres alternatives, c'est que les sanctions peuvent être prononcées qui peuvent être prononcées s'apparentent très fortement à des peines stricto sensus. Par exemple, la remise du permis de conduire, le travail non rémunéré, qui ressemble à un travail d'intérêt général, des stages, etc. En revanche, dans le cadre de la composition pénale, aucune peine d'emprisonnement ne peut être prononcée. Et les champs d'application couvrent la contravention plus les délits pour lesquels la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à 5 ans, qui sont punis simplement d'une peine d'amende, ou qui sont punis simplement d'une peine d'amende. Elle est applicable aux mineurs de plus de 13 ans et aux majeurs et aux personnes morales. Elle est adressée par le ministère public, l'auteur présumé qui a le choix soit d'accepter, soit de refuser. S'il accepte la proposition, elle est transmise aux validations à un juge, le président du tribunal qui peut déléguer cette fonction. Une loi de 2019 a supprimé la nécessaire validation dans certains cas, que cela a été validé par le Conseil constitutionnel, par le C.cel, je ne sais pas ce que c'est, lorsque les délits sont punis d'une durée d'emprisonnement dans moins de 3 ans, et lorsque la proposition du parquet porte sur une amende de composition qui n'excède pas le plafond des amendes contraventionnelles, ou encore lorsque cela porte sur la remise d'une chose d'une valeur de ce même plafond, celui des amendes contraventionnelles. Les mesures de composition pénale sont également inscrites au casier judiciaire et lorsqu'elle est correctement exécutée, elle éteint l'action publique. Auparavant, une procédure alternative, existait, la transaction pénale, mais elle a été supprimée en 2019. Une nouvelle mesure prend une certaine ampleur, notamment dans la doctrine. La convention judiciaire d'intérêt public, c'est une justice négociée qui concerne les infractions de blanchissement ou de corruption commises par des personnes morales. 3. L'exercice des poursuites. Alors, l'exercice des poursuites, ça désigne les déclenchements des poursuites qui résultent de la saisine par le procureur de la République d'une juridiction d'instruction ou de jugement. En effet, s'il décide de poursuivre, le ministère public a plusieurs possibilités. Il peut poursuivre de manière traditionnelle en saisissant une juridiction, saisie obligatoire d'une juridiction d'instruction en cas de crime ou de certains délits, mais ce n'est pas obligatoire.
il peut saisir directement une juridiction de jugement pour les délits et contraventions, ou encore, il peut, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est une procédure qui a été introduite par une loi de 2004 et est présente aux articles 495-7 et 495-16 du Code de procédure pénale. Et dans ce cas, contrairement à la composition pénale, l'action publique est déclenchée et la CRPC peut être mise en œuvre pour tous les délits, sauf certains qui apparaissent en raison de la nature de la délinquance d'un point de vue politique trop grave. Par exemple, les agressions sexuelles, les délits commis par par des mineurs ou les atteintes à l'intégrité physique sont exclus. Le parquet fait une proposition de peine à la personne suivie. Le parquet fait une proposition de peine à la personne poursuivie. Le ministère public peut proposer une peine d'emprisonnement, mais elle ne peut excéder la moitié de la peine normalement encourue et dans la limite d'un an d'emprisonnement faible. La peine d'amende, quant à elle, ne peut dépasser le maximum prévu par la loi. Si la personne accepte la proposition du parquet, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire au moyen d'une requête en homologation et l'individu est présenté à ce magistrat. Si le juge homologue la proposition, alors il rend une décision par ordonnance ayant les mêmes effets qu'un jugement de condamnation. S'il n'y a pas d'homologation, alors le parquet retrouve sa liberté de poursuivre selon les voies ordinaires.